Salut à tout le monde, ici Ismaël KX, bienvenue dans la KX Motive Action. Donc je refais donc cette vidéo plus détaillée sous forme de tuto pour parler des serious games et du contenu de ce livre que j'ai lu durant mon dernier projet, Game Storming. Avant de commencer à toucher le dur, j'aimerais vous dire que les méthodes des serious games ont fait leur preuve aussi et surtout par le fait qu'elles apportent une rupture dans la façon de gérer les réunions. Ce n'est plus un certain nombre de personnes assises autour d'une table écoutant une autre avec une autre personne qui prend un CR pendant que les autres écoutent ou essaient de répondre à leur mail ou à continuer à faire leur PowerPoint. Non, ça fait participer tout le monde car les groupes sont subdivisés en sous-groupes, tout le monde interagit avec tout le monde, les personnes s'échangent les rôles, les personnes passent au tableau ou devant le paperboard pour défendre leurs idées. Il existe même des jeux qui récompensent les personnes qui parlent le moins, c'est-à-dire qu'on évalue la qualité de l'écoute par le fait que tu puisses dire ce que tu penses avoir compris de ce que les autres ou l'autre a dit. Voilà, donc il existe tout ce genre de jeu et ces façons de créer la rupture afin de se montrer plus efficace et produire des livrables de meilleure qualité. Bien, donc ça c'est un peu pour la petite chose et n'oubliez pas que on s'implique plus parce qu'on participe plus et aussi parce qu'on a des émotions qui changent. Pour revenir dans la chose, c'est que le mouvement crée l'émotion et le fait de bouger et d'aller coller des post-it, de les retirer, d'interagir, de défendre des idées, voilà, ça nous met dans un autre état et on est plus impliqué, plus concerné et plus concentré sur la chose. Donc j'ai choisi un certain nombre de jeux que je vais essayer d'expliquer, de détailler au fil du temps. J'en ai choisi 11. Le premier jeu que j'ai choisi c'est création d'affiches. Donc ici, création d'affiches, vous pouvez voir, c'est très simple. La majorité des gens, souvent, quand ils disent tiens, dans notre service ou dans notre projet, on a un problème, et ils l'expliquent. Il faut souvent qu'ils l'expliquent longtemps pour que vous puissiez comprendre. Donc, ce jeu dit simplement donner ou essayer d'expliquer à travers des images très très simples et très très courantes votre problème. Il faut que monsieur et madame, tout le monde puisse le comprendre rien qu'en regardant le problème. Donc cette image, vous pouvez la voir. Le problème en vérité, c'est de réduire l'effectif de l'équipe de vente aujourd'hui à travers un certain nombre d'outils ou d'éléments. On ne sait pas encore quoi ou comment, mais il nous faut un certain type d'éléments, il nous faut ce qu'ils appellent une évaluation rigoureuse. Ça, c'est une solution. Elle est logicielle, elle est constituée de quoi? On ne sait pas, mais au moins voici le problème qui est déterminé avec une image simple. N'importe qui comprendrait, ou du moins la très grande majorité des gens comprendront cette image et le problème. Maintenant que le problème a été clairement énoncé, il faut passer à la seconde chose, donc c'est le 5P. Quand vous énoncez un problème et qu'on convoque une réunion, chacun va dire un peu ce qu'il pense de ce problème et quelle en est la cause. Mais la plupart du temps, on se rend compte que quand on traite ces causes qui ont été énoncées, le problème persiste. Pourquoi? Parce que ces causes qui ont été énoncées ne sont pas de vraies causes, ce sont des symptômes. Donc avec le jeu des 5P, c'est de faire rebelote 4 fois sur cette fameuse première cause qu'on a énoncée afin de trouver la cause racine. Donc vous voyez 5P, c'est 5 fois pourquoi. On a un exemple, on dit ici notre entreprise n'est pas sur la bonne voie. L'individu 1 va dire ah bah tiens, je pense pourquoi il n'est pas là, c'est parce qu'on a un produit de mauvaise qualité. Ah bon, c'est vrai, pourquoi? On lui propose une autre question. Il va répondre parce qu'on a un mauvais design. Ensuite, pourquoi encore? Parce que le cloisonnement entre les départements est mauvais. Pourquoi? C'est dû à la culture d'entreprise. Pourquoi? C'est dû à un manque de cohésion. À ce moment-là, on se rapproche d'une route cause et on peut avancer sur le projet ou sur la résolution du problème en lui-même car on a commencé à dépasser des couches et des couches. L'exercice qui suit, c'est que qu'on a fini de déterminer le problème, qu'est-ce qu'on a fait? On connaît à peu près les routes causes et on a mis en place des actions. Quand on a mis en place des actions, c'est-à-dire qu'un an après, c'est un temps tout compte que je donne, un an après, on a bien réussi, notre entreprise est bien connue, donc disons la KX Corp, elle est à la une d'un journal très célèbre du monde et en couverture il y a ceci, blablabla, blablabla, il y a des gros titres, il y a des citations de nos clients, machin truc, il y a des encadrés, tout ça. Ça c'est comment on voit notre entreprise un an après avoir réussi ce projet, ce produit qu'on a voulu lancer ou cette solution qu'on a trouvée. Ça c'est dans le meilleur des mondes, voici à quoi est-ce que va ressembler notre entreprise dans notre imagination, c'est un peu notre vision optimale. Quand on a fini de faire ça un an plus tard, on va faire Remember the Future, qui est un autre jeu que j'apprécie beaucoup, qui dit ok, un an après, vous avez eu de succès, mais pour atteindre ce succès, il vous a fallu poser des actes. Quel acte? Donc un an après, on était ici. C'est-à-dire ici c'est fait la une, vous pouvez le voir, fait la une,
on est là. Ça, c'est 1 an. On dit, ok, revenons dans ce cas 6 mois avant. Quels sont les actes que vous avez posés? Tout simplement, par exemple, on peut dire, on a monté un think tank, on a créé un framework pour avancer, on a amélioré notre workflow, on a organisé des meet-ups, on a organisé des hackathons, on a dopé nos recrutements. Donc, on évoque ici un peu les actions qu'on a menées, qu'on a choisi de faire et qui nous ont mené à ce succès 1 an plus tard. Remember the future, c'est un peu le principe de ce jeu. Le jeu qui suit, vous pouvez le voir, c'est le jeu des 4 C. Donc le jeu des 4 C, c'est composants, caractéristiques, challenge et collaborateurs. Les composants, en fait, prenons un exemple tout con, Facebook. Vous avez différents composants. Il y a le composant messagerie, il y a le composant post, il y a le composant fil d'actualité, il y a le composant jeu. C'est tout bête ce que je dis. Ensuite, dans chaque composant, vous allez définir les caractéristiques. Par exemple, poster, vous allez dire poster image, poster vidéo, poster texte, poster événement. Donc vous définissez tout ça. C'est bien. Maintenant que vous avez défini tout ça, il y a une chose qui est importante à faire. Cette chose, ce n'est ni plus ni moins que déterminer les challenges. Les challenges sont ce que moi j'appellerais tous ces obstacles inhérents à la réalisation de ces caractéristiques. Ça veut dire que si on se plante, voici ce qui risque d'arriver. Ça, ce sont les challenges, c'est le 3e C. Ensuite, les collaborateurs. Vous avez déterminé les caractéristiques, c'est bien. Cependant, il faut qu'il y ait des gens qui réalisent car les projets sont d'abord faits par les humains. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut déterminer qui va faire quoi. Vous avez réalisé les 4 C. On a commencé à avoir une idée plus claire. Sauf que le problème, ici, vous avez peut-être sélectionné beaucoup de fonctionnalités ou beaucoup de caractéristiques dans les 4 C, c'est-à-dire ici, et qu'on ne sait pas si on peut tout réaliser. Donc on va dire à chacun des membres, voici 100 € chacun, 100 € fictifs, et vous allez choisir chaque fonctionnalité, par exemple, coûte ceci. On a évalué, ça coûte tel nombre de temps de développement, tel nombre d'heures de personnes qui interviennent dessus, et voilà ce que ça va coûter. Et vous allez prendre chacun, dans vos 100 €, décider d'acheter des fonctionnalités. Si vous voulez une fonctionnalité qui vous tient à cœur mais qui coûte 80 €, si vous la choisissez, il ne vous restera que 20 € pour choisir la suite. Donc ça vous permet ou ça vous force à prioriser ce qui est le plus utile et qui apporte le plus de valeur au projet et à l'entreprise. Ça, c'est important. Le test des 100 € permet la priorisation des choses. Ensuite, quand on a fini de prioriser, on dit ah bah tiens, sur une période par exemple de 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire et qui va faire quoi? Voici l'ensemble des tâches qui vont être établies. Et ici, on a par exemple le mois 1, le mois 2, le mois 3, le mois 4 et ainsi de suite. Et voici toutes les tâches. Donc, on a à peu près l'exécution ou la succession des tâches sur un temps qu'on s'est donné auparavant. Donc ici, on peut voir que ça s'appelle le plan d'action graphique. Un plan d'action graphique. Voilà, plan d'action graphique. C'est un jeu qui est pas mal, hein, c'est assez simple à mettre en œuvre. Ensuite, on arrive sur le RACI. Le RACI, il est très très important. Vous avez décidé des actions à mener, des tâches et des périodes. Oui, c'est bien, mais il faut déterminer un certain nombre de choses. Qui réalise la tâche? C'est ça, responsable. Qui est responsable de la chose? C'est-à-dire si la chose réussit ou si elle échoue, qui est responsable? Si vous vous cassez la gueule, on va taper sur les doigts de qui? Ça, c'est important. Ensuite, consulter. Qui est la personne? Où sont les personnes à consulter? Quand vous êtes ingénieur, vous êtes développeur, vous travaillez, vous faites du code. Mais par contre, si vous travaillez sur une application bancaire, vous ne connaissez pas le métier de la banque. Il y a des gens qu'il faut consulter. Il faut les déterminer ici. Donc pour chaque tâche, il faut déterminer qui on doit consulter. Ensuite, il y a des personnes à être informées. Par exemple, si vous travaillez sur un produit très important ou innovant, il faut toujours consulter il faut toujours informer le service market, le service communication, parce que c'est eux qui vont essayer d'atteindre un public. Et c'est ce public-là, souvenez-vous, qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Il ne faut pas négliger ça, c'est important. Donc ici, on arrive à déterminer qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui consulter et qui doit être informé. Et on met les rôles des personnes qui vont exécuter, ou du moins, voilà, on met plutôt leur rôle plutôt que de mettre leur nom. Hein. Ça, c'est super important. Ensuite, le hors-bord. On a déterminé tout ça, mais on s'est dit, c'est très beau. Sauf que les projets échouent toujours. Pourquoi? Parce qu'on gère souvent très mal les risques. Et il y a d'autres raisons, hein, mais l'une des raisons, c'est peut-être parce qu'on gère très mal les risques. On se dit, pour que notre projet atteigne la rive, qu'est-ce qui, selon vous, peut être un frein? Donc chacun va dire, par exemple, notre direction, nous, on est surchargé, on manque d'effectifs. Une partie va dire, non, mais on a besoin de plus d'apprentissage. Le top management va dire, écoutez, moi, s'il me faut un leader, si vous n'avez pas de leader, vous risquez d'échouer. Voilà, chacun va dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. On va filtrer tout ça, mais en tout cas, on considère ça comme étant des ancres, des poids qui vont tirer notre bateau vers le fond. Et ça, dès qu'on aura déterminé ça, on va commencer à travailler pour essayer de résoudre ce problème. Ça, c'est au niveau du management, c'est au niveau des équipes qui
qui travaille en amont du projet. On a fini de déterminer les risques et essayer de les gérer. Ensuite, on va arriver sur ce jeu-là qui s'appelle, laissez-moi vous dire le nom, la zone aveugle. La zone aveugle, c'est l'un des jeux les plus délicats. La zone aveugle, c'est l'un des jeux les plus délicats parce que l'ego des gens est souvent un peu mis, est souvent mis à mal. Il s'agit de dire, on a choisi toutes les fonctionnalités, toutes les caractéristiques. Il faut dire maintenant qui sait faire quoi, qui sait pas faire quoi. Parce que la plupart des projets dans les entreprises, surtout dans les grands groupes et même dans les startups, même dans les startups, on dit qu'on veut faire des choses, mais très souvent on ne sait pas tout faire. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut dire voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on ne sait pas faire. Comme ça, on commence à prévoir les budgets de l'intervention extérieure d'experts, de consultants et de je ne sais qui d'autre. Ça c'est super important. Donc on va dire tiens, moi je prends ce lot de tâches, je sais faire ça, je sais faire ça. Par contre, il y a une petite partie que je maîtrise pas bien. Ici on va dire ça on a pris ce lot de tâches, nous on maîtrise notre service, notre direction, on est très très bon, on sait tout gérer. La partie la plus délicate c'est ici. C'est ne sait pas, c'est-à-dire la partie où les gens ne savent pas faire la chose. Souvent, on a tendance à ne pas vouloir dire. Il faut que l'animateur de l'atelier ou le facilitateur soit vraiment subtil. Donc, quand on aura fini de faire ça, on aura une idée un peu plus claire sur l'avancée de notre projet. Bien, on a fini de dire tout ça. C'est important de dire, on connaît les caractéristiques, les risques et tout le blabla. Et à un moment, il faut penser à gagner de l'argent ou il faut penser à avoir les bénéfices qu'on souhaite. Ce jeu connu sur le nom de Lean Canvas ou Business Model Canvas, c'est un jeu très important qui permet aux gens de déterminer quel est le segment de marché qu'on vise, on a quel type de relation avec eux, on va établir quel type de relation, on passe par quel canal de distribution, quelle est la solution que nous proposons afin de régler le problème, soit on propose un nouveau logiciel ou on propose un service, il y a toujours un truc ici qu'on va proposer. Ensuite, quelles sont nos activités clés, quelles sont les ressources que nous avons, ça ce qui est important. Et ici, quels sont nos partenaires, ceux qui vont nous permettre de toucher rapidement le marché ou de gagner du temps. Ensuite, tout ça, ça va coûter combien, ça c'est important. Et ensuite, d'où est-ce qu'on va gagner de l'argent, sachant qu'il nous faut gagner plus d'argent qu'on en dépense. Quand on a fini d'élaborer ça, et vient un moment crucial. Vous avez fini ça, il faut dire à votre patron, patron, j'ai un très bon projet, j'ai besoin d'argent. Et là, c'est lui qu'il faut convaincre. L'elevator pitch, c'est un exercice bien connu. On peut vous dire 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, ça dépend du cadre. Mais voilà, vous devez séduire votre patron en lui disant que ce projet est trop sexy, trop génial, il va rapporter beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Vous avez 30 secondes pour le faire. Patron, bonjour, on est dans l'ascenseur. Pour tel type de client que nous avons, ce genre de client a besoin de je ne sais quoi. Et nous, aujourd'hui, on a un produit de telle catégorie sur le marché qui propose un vrai avantage pour le client. Et contrairement à nos concurrents, on est très très bon, on sait faire ça. Et notre produit se différencie avec un élément unique. Et grâce à cet élément unique, on va gagner beaucoup d'argent. Vous séduisez votre patron, vous le charmez, il est convaincu, il dit ok, c'est vendu, je finance la chose. Et l'affaire est pliée, l'affaire est dans la main. Bien, donc voici mes chers amis, un peu le résumé très très rapide et assez succinct des Serious Games et comment est-ce que ça peut vous servir dans votre vie professionnelle et améliorer votre travail, vos animations de réunion, d'atelier. J'espère que ça vous aura servi. Je vous invite à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne KX Motive Action sur YouTube et sur ma chaîne Instagram TV IGTV. Et voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous rapporte de très très belles nouvelles. Allez, ciao.